La radio-télévision guinéenne. Voici Belles Lettres. Ah, Pilampangué, la peur est l'ennemi de l'homme, disait l'autre. Bien entendu que le chant lui permet de dompter cette émotion dans toutes ses dimensions. Dans nos cultures, la peur ne serait guère l'ennemi de l'homme. Elle est considérée comme étant le compagnon fidèle de sa propre solitude. Et comme l'être humain naît en chant et meurt en chant, face à la mort lorsque la peur l'aura abandonné. Seuls les chants l'accompagnent dans un voyage vers un monde second. La peur est l'émotion qui extériorise les peines, les craintes de l'être. Le chant intervient pour lui procurer le bonheur, le bien-être mental. Toutes les sociétés, toutes les civilisations ont connu des moments de trouble profond où la conscience collective s'est dotée d'armes, parmi lesquelles la musique ou le chant, je préfère. Pour pouvoir aspirer à la liberté des masses, synonyme de force et symbole de création, les chants fortifient l'âme. De même que les hymnes sortis des peuples ont été l'âme de plusieurs révoltes à travers le monde, lorsque les peuples dominés accédaient aux indépendances. Entre guillemets. Tel un mouvement de fond qui fait évoluer les consciences, les chants étaient utilisés pour forger leur âme au courage, à la résistance, à la douleur, à la guérison. Car les chants s'accordent avec tout. La naissance, la mort, la joie, les craintes, les arias, les desseins, les révolutions, les libérations, etc. Les chants appellent à l'action et à la réaction. Ils ont un fort pouvoir sur les êtres humains, les bêtes à poil et les peuples à plumes. Eux qui chantent lorsqu'ils sont heureux de voir le soleil s'élever et chantent encore quand ils sont en danger. Seulement, quel serait alors le rôle des chants pendant les périodes de grande peur, des jours et des soirs de bataille? Chante le douga, le vautour, au soleil levant, des jours de bataille au soleil tombant, des soirs de gloire. Chante le douga, le vautour, aux rois propriétaires des terres, aux hommes sans peur, aux hommes qui au chant ouvrent le cœur. Chante le douga, le vautour. Aux hommes laissés pour morts impies sur le champ des honneurs, aux hommes laissés pour morts impies sur le champ des batailles. Chante le douga, le vautour. Un rappel que de la terre nous venons et à elle nous retournerons, que tout ce qui est dressé finira allongé. Chante le douga, le vautour, qui ne s'abaisse ni sur le corps du lion, ni sur le corps du buffle, ni sur le corps du taureau. Chante le douga, le vautour, qui ne glapit que sur la chair rouge des rois déchus, tombés et laissés pour morts impies sur le champ de l'immortalité. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous ouvrons pour des fenêtres de cet autre numéro de l'émission Belles Lettres. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme invité, nous recevons Monsieur Lamine Kourouma, né à Cancan, République de Guinée. Il fit ses études primaires et secondaires dans la même ville avant d'être orienté à la faculté des sciences médicales de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Après 5 années passées dans cette université, il s'en ira à Nancy en 2015 où il poursuivit ses études dans le domaine des sciences du vivant. Aujourd'hui, les professionnels de santé évoluant dans les sciences visuelles et optiques. À son actif, 3 ouvrages dont Tali les contes d'Afrique noire, Tali les yeux dans le miroir et Tali récits allégoriques et initiatiques. Et ce soir, nous parlerons du second intitulé Tali les yeux dans le noir. Comme toujours, la présentation est assurée pour vous par Kadiatou Kaba, la technique par Aboubakar Sidiki Silla et le coaching est assuré par Mamadou Aliouche Diallo. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Monsieur Kourouma. Bonsoir madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. C'est un plaisir honnêtement de vous recevoir ici. Par contre, question de curiosité, parce que j'ai dit tout à l'heure à l'entame de cette émission que vous étiez auteur de 3 ouvrages et j'ai dû remarquer que tous les ouvrages étaient précédés de Tali. Pourquoi Tali dans nos langues, c'est les contes
Donc on peut retrouver l'expression en pulaar, en maninka, en soussou, ça peut dire un peu différemment, mais ça se rejoint, c'est les contes. Et moi je me sers beaucoup des contes pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir valoriser tout ce que je compte partager comme message. D'accord, je pense qu'on s'est compris à ce niveau. En fait, je me demandais vraiment pourquoi sur 3 ouvrages il fallait vraiment retrouver Tali. Mais si déjà vous êtes plus basé sur les contes, je pense qu'il y a de quoi. Même si Tali aussi, ça peut être entre griffes une façon justement de dire des choses en parabole. Nathalie, ça fait bien, puisque c'est un nom sous oui, c'est un peu ça. C'est pas des contes ordinaires que je fais, c'est plutôt des choses assez philosophiques qui se rapprochent vraiment du conte, d'où le petit mot qui précède tous les ouvrages que j'ai écrits. Et c'est pour véhiculer un message à travers un élément fondamental de la littérature orale qui tourne autour des contes, malgré que c'est assez vaste. Et les contes comprennent non seulement les chants et des proverbes. Donc c'est l'illustration vraiment des proverbes ou des messages que nous pouvons véhiculer. C'est le pourquoi nous utilisons vraiment les contes. Et moi, je suis passé donc par ce petit terme pour pouvoir valoriser un petit peu tout ce que je compte véhiculer comme message. Alors, votre nom de plume, c'est Lonkassia. Lonkassia qui veut dire en maninka. Les jours sont nombreux, si je ne me trompe. Ouais. Pourquoi se faire appeler ainsi? Les jours sont nombreux, ça veut dire beaucoup de choses. Et moi, quand j'étais encore plus jeune, je me suis inspiré d'une musique chantée par un nommé Bromé Diallo quand j'étais encore à Cancan. Et cette musique a beaucoup bercé mon enfance. Et dans cette musique, il s'adresse un petit peu à un personnage qui est un chien qu'il appelle Lonkassia. Et les paroles et aussi la mélodie m'emportaient autant que le message. Et vu l'instabilité des choses, vu que nous vivons dans un cycle assez, pas tout à fait infernal, mais on peut avoir quelques jours de meilleurs, on peut avoir d'autres jours aussi heureux. Et à cause de cette instabilité de la vie, ce mot m'a beaucoup inspiré. Et je le prononçais tout le temps quand j'étais avec des amis. Et par fini, en fait, aujourd'hui on peut être dans la gloire, demain dans la disgrâce, tout comme aujourd'hui on peut être dans la disgrâce, demain dans la gloire. Est-ce que c'est une façon en fait de garder espoir en permanence? Espoir, oui, je dirais plutôt avoir la conviction que tout peut arriver, tout peut arriver. Et que notre jour aussi peut arriver si c'est pas encore arrivé. Voilà qui est bien dit déjà, à commencer par le nom, l'idée qu'il y a derrière déjà les ouvrages. Moi je pense que ça devrait en tout cas interpeller. Donc je précise en fait que Tali qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Tali les yeux dans le miroir. Pourquoi les yeux dans le miroir? Il faut comprendre ici le miroir dans le sens philosophique du terme. Parce que le miroir, pour moi, reflète notre vision du monde. Et on se sert du miroir pour se regarder, pour se voir autrement. Et parler de miroir, pour moi, c'est s'intéresser à l'âme que nous possédons, qui nous possède également. Et donc c'est une façon pour moi de pousser à la réflexion sur les questions de l'immortalité, sur les questions notamment de la perception du monde physique et aussi du monde invisible. Alors le miroir dont vous parlez, est-ce que d'autre part ça ne fait pas allusion à ces valeurs culturelles, à ces valeurs ancestrales qui ont tendance à disparaître? Parce que quand on vous lit, on a plus l'impression que vous avez le souci de faire renaître ces moments de gloire que l'Afrique a connus, notamment à travers les chants, les contes et j'en passe. Oui, justement, le miroir a beaucoup de vertus chez nous, donc on les utilise souvent dans la divination, même dans la géomancie. Et je fais bien allusion à ce miroir et comme je l'ai bien dit, c'est de façon philosophique et donc il faut le prendre aussi comme les contes parce que les contes parlent de nous, parlent des autres également. C'est comme si on essayait de regarder les autres et pour se donner une certaine morale. C'est un peu ça. Voilà. Mais depuis quand en fait vous vous êtes rendu compte par exemple qu'il fallait qu'il fallait protéger ces valeurs-là? Parce que moi je reste dans le cadre africain parce que je ne dis pas que les contes n'existent pas ailleurs, mais en Afrique par exemple l'éducation de base passait par ces contes, par les histoires que les mamies nous racontaient et Pilampangué, voilà, comme tu le dis dans ton livre, le Namoula Minala, etc. Mais c'est plus propre à l'Afrique ces histoires de contes. Mais à quel moment en fait tu as compris qu'il fallait quand même essayer de coucher sur papier les différents contes? À la base, moi je me suis intéressé à la littérature
littérature par nécessité, parce que j'ai découvert Pas par passion. pas vraiment pas par passion, parce que j'ai eu la chance simplement de découvrir des gens comme Cheikh Anta Diop, des gens comme Théophile Obenga qui m'ont beaucoup inspiré et que j'ai compris qu'ils étaient engagés dans la restauration de la conscience historique africaine. Et j'ai découvert notamment bien d'autres écrivains africains que ça dépend de moi, de ce que j'ai dit, que j'admire pas forcément, qui sont dans la littérature pour peut-être donner une certaine valeur à la langue étrangère. Et je me suis donc dit, partant de là, sachant que les ouvrages que nous recevons sur nous, qui sont parfois écrits par nous-mêmes, ne parlent pas forcément de nous, je me suis donc dit, autant s'investir donc dans la littérature pour essayer de valoriser notre tradition, pour essayer de montrer aux gens que les valeurs sociales que nous avons n'ont pas disparu. Il suffit juste d'ouvrir les yeux pour découvrir. Mais tout en se servant de la langue française, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on fait la promotion de la langue française et je pense qu'il y a des conditions historiques. Oui, bien sûr. Ça, en Diomer, on a tous notre petite aliénation. J'écris l'onco, je parle couramment ma langue maternelle. Je le parle pas comme je parle français. Et on a tous notre aliénation. Le français actuellement est une langue qui nous permet de véhiculer ce message. Et quand j'écris tout de suite en co, il y aura peut-être quelques peu de gens qui pourront le découvrir. Ouais. En tout cas, moi personnellement, je peux pas lire l'onco. Ouais. Bon, je fais quand même usage de la langue en question, de l'écriture, de ces symboles pour mais c'est déjà bien c'est déjà bien de voir que dans vos écrits, par exemple, presque tous les mots sont soit en maninka, en kissien ou je sais pas, mais tout en se servant de l'alphabet français, par exemple, pour dire quelque chose en kissi, en maninka. Déjà tout ça, c'est bon, c'est une très bonne base. Même si aujourd'hui il y a quand même des maisons d'édition comme Gandal, par exemple, qui éditent des livres de contes en français et puis carrément dans la langue. Certes, c'est l'alphabet français, mais je veux dire, c'est la langue qui est ressortie dedans. Donc les deux voulaient permettre justement de vendre la langue locale aussi. Oui, pas tout à fait. Je le fais parce que les gens n'ont pas accès à nos langues, à l'écriture Nko par exemple. C'est pourquoi je me sers un petit peu de la langue française pour pouvoir exploiter certains termes dans nos langues. Parce que quand on vit une réalité, on lui donne forcément un nom. Et lorsqu'un peuple n'a pas vécu cette réalité, il est difficile d'aller puiser dans sa langue pour transmettre vraiment le message comme on le souhaiterait. Donc c'est peut-être un petit abus de langage quand j'utilise des termes dans nos langues maternelles en les transcrivant en français, parce que celui-là qui viendra derrière moi et qui comprend pas cette langue ne la prononcera pas ou ne saura pas la vocaliser comme je le souhaiterais. Parce qu'en réalité, donc, voilà, quelque part, vous avez écrit Voudé. Bon, c'est vrai qu'après maintenant j'ai compris que c'est Voudé, mais je pense que c'est déjà pas mal pour un début. Vous écrivez comme ça s'écrit et ensuite dire comme ça se dit. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage, je me dis. Vous pensez comme ça, mais je m'en veux parfois d'avoir utilisé ce style. Pensant par exemple à le monsieur, il s'appelle Ampateba, qui pendant une conférence à l'UNESCO défendait cette thèse de se servir de la langue française, de l'alphabet latin pour pouvoir transcrire tous nos acquis, toutes nos valeurs. Moi, je suis tout à fait contre. Je suis mais on n'a pas d'autre choix pour l'instant. Mais on a beaucoup de choses à exploiter. On a l'écriture. Je dis, on n'a pas de choix pour l'instant. Le choix, ça dépendra de nous. Parce que combien de personnes, par exemple, supposons qu'on veut écrire dans nos langues, combien de personnes pourront nous lire? Parce que le problème de l'écriture aujourd'hui, on n'écrit pas pour soi, on écrit pour les autres. Si c'est pour soi qu'on écrivait, peut-être qu'on n'aurait pas écrit. Donc, si on écrit pour que les autres nous lisent et qu'ils nous comprennent, il faut déjà écrire dans la langue dans laquelle ils pourront nous lire et nous comprendre. Peut-être que ça peut se travailler, ça peut être un projet, mais je pense que déjà le fait de fournir l'effort d'utiliser la langue dans l'alphabet français et puis après faire comprendre aux autres ce qu'on a envie de dire dans notre langue, c'est déjà un grand acquis. Donc soyez fiers de ce que vous avez déjà fait pour un premier temps. Merci. Voilà, et donc je rappelle en fait que ce livre commence par l'histoire, ou s'il faut, un conte sur Douga, le vautour. Voilà. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on apprenne du vautour? En fait, pourquoi écrire un passage sur le vautour dans cet ouvrage? Parce que c'est vrai que à l'entame de cette émission, j'ai lu un texte, c'était un texte exactement sur le vautour. Mais pourquoi écrire une histoire sur le vautour? Le vautour, c'est Douga dans la langue
langue maninka. Ouais. Et ce conte ou chant est une illustration d'un chant populaire et funéraire de Djili qui est souvent chantonné pendant les jours de partance ou de retour des batailles. Donc c'est un chant qui est assez célèbre, qui est joué par tous les grands griots qui sont passés dans l'histoire du Manding et qui inspire l'immortalité, les va-et-vient de l'âme. On sait que quand il y a guerre, quand il y a bataille et qu'il y a des morts derrière, c'est les vautours qui squattent les lieux et qui dévorent aussi les mourants. Et même quand il y a des sacrifices dans des familles. Effectivement, on rencontre le vautour partout, ouais. On parle de sang ou on sent le sang, c'est toujours comme ça, on voit le vautour. Et pas spécialement le vautour que je fais allusion, mais plutôt le message qui est derrière, c'est pousser les gens à la réflexion sur cette immortalité, les gens qui prennent le courage d'aller se battre pour leur patrie, d'aller se battre pour leur royaume et qui pour leur nation. Voilà, pour leur nation, qui se retrouvent aux abois, aux vautours simplement et voilà. Donc le vautour pour moi c'est quelque chose qui incarne le courage, qui incarne un petit peu la solitude, le deuil, tout ce qui est remords après les guerres, parce que même étant victorieux, on est toujours impacté par cette émotion qu'on trouve pas très très belle souvent. Oui, bien sûr. Mais en fait, comment vous connaissez toutes ces histoires? Est-ce que vous êtes parti à l'écoute des personnes ou bien en grandissant, il y avait des personnes à côté de vous qui vous racontaient toutes ces choses? J'aime beaucoup la musique. Ah, d'accord. J'écoute beaucoup les chants et Soli Kandia est un idole. Donc il n'est pas l'initiateur de ce fassa comme on le dit, le douga, mais il fut quand même l'un des meilleurs interprétateurs. On reconnaît beaucoup la chanson à travers son choraman qui a une certaine mélodie assez envoûtante et moi j'écoute beaucoup la musique et je m'intéresse à l'histoire et ce chant je l'ai découvert non seulement en musique, mais aussi à travers l'écriture. Donc, j'ai découvert un certain Mansa Moussa Diabaté du Mali, qui a écrit une belle épopée, une ode, qui s'intéresse à tous les chants, que ce soit funéraires ou populaires, qui sont entonnés depuis la nuit des temps dans l'histoire du Manding. Et c'est parti de là que je me suis fait ma petite inspiration et traduire les émotions que je ressens à chaque fois que j'écoute Soli Kandia chanter cette musique. Je pense que c'est bien traduit parce que il y a pas que le conte qui est là. Par moment, on a affaire avec des petits poèmes que vous essayez d'incrustrer dans le conte, en quelque sorte, que vous êtes en train de faire à travers le Namo toujours de Pilampangé, oui. Entre griffes. Et donc, dès après ce chapitre sur le vautour, vous nous plongez au cœur de l'histoire de 3 hommes amoureux de la même fille à Vaoudé. Voilà, je parlais de ça tout à l'heure. Oui. Tous ont joué un rôle capital pour la suivi de leur âme sœur, au point que finalement, il était difficile de savoir à qui la femme devait appartenir. C'est quoi l'idée derrière cette histoire? Parce que quand on prend l'effort de chacun individuellement, c'est quand même difficile de trancher. Oui, c'est vrai. Je dirais sur cette illustration de conte, j'ai voulu valoriser la femme africaine et la remettre à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Parce qu'on est une société, vit dans une société qui est basée sur le matriarcat et donc la femme occupe une vraie place rayonnante et ce qui fait que moi je me dis que si on doit parler d'une divinité ou de Dieu entre guillemets, il faut d'abord penser à la femme africaine qui est la mère de tout, qui est créatrice et une femme à qui nous devons toutes les valeurs morales que nous avons acquises depuis les premières périodes de l'évolution de notre personne humaine. Et parlant de là, je me suis intéressé un petit peu à la vocalisation de certains termes dans nos langues comme Vaoudé, comme Vocala, voilà. Vocala, qui veut dire la femme qui a peur de sa mère, qui craint sa mère, et Vaoundé craint simplement sa mère. Et donc ici, le message il reste fondamental, c'est le respect de la maman, c'est pas la crainte en tant que peur, mais plutôt dans les valeurs assez respectueuses que je le dis. Et chez nous, la femme se conquiert et il faut avoir une certaine éducation, il faut
faut avoir un certain prestige pour pouvoir prétendre à une femme. Et dans cette histoire, je montre Mais au point de nous plonger dans des choses extraordinaires comme ça, au point que personne ne puisse se retrouver, au point que des humains que nous sommes, que nous ne puissions même pas trancher en fait. Derrière, c'est une énigme qui nous pousse à la réflexion simplement. Souvent, quand on me pose la question à qui revient le mérite, je dirais à la personne qui craint le plus sa mère, ou à la personne qui a beaucoup plus de respect pour sa maman, parce que le peuple burundais a cette culture et accorde beaucoup d'importance. Et justement, c'est ce qui fait à la que ça femme, devient plus ouais. difficile. En fait, c'est le même peuple. Les trois hommes viennent tous de la même ville, et ça veut dire qu'ils craignent tous leur mère. Ils viennent pas tous de Burundais. Ok. Je pense qu'il y a un personnage qui vient de Burundais. Et les deux autres ne viennent pas de Burundais. Non, ça veut Donc, dire en fait que la femme va revenir à celui qui vient de... Non, pas forcément. Burundais. Quand on est à Burundais, on n'est pas forcément une personne qui craint sa mère, bien que c'est la l'idée, terre de ceux qui craignent leur mère. Voilà, effectivement. Donc Non, mais finalement, à qui à qui oui, la Moi, je pense famille, qu'ils doivent tous pardonner. Hein. Bah oui, parce que pas c'est du tout, il faut compliqué. toujours quelqu'un, Parce que donc, chacun a joué un rôle crucial. ouais. Alors, je suis sûre qu'on est en train de jouer sur la conscience de ceux qui nous écoutent présentement. C'est difficile, mais tout ça, c'est pour envoyer les gens à la lecture. Parce qu'ils savent, en fait, en ce moment, que nous sommes en train de parler de trois hommes qui se battent pour une femme, mais ils ne savent pas réellement c'est quoi l'histoire derrière. Mais je vous garantis, valeureux auditeurs, que vous allez adorer l'histoire derrière ce conte. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails. Comme toujours, on crée l'émotion, on suscite l'intérêt, comme on sait très bien le faire. Et puis après, les intéressés, les personnes qui seront intéressées, bien évidemment, partiront vers ce livre « Tali les yeux dans le miroir ». Et l'autre chose, en fait, que j'ai aussi aimé dans ce livre de contes, c'est le mythe de Kondebili. Alors, j'ai adoré comment l'histoire était racontée, au point que cette mauvaise dame a voulu savoir finalement c'était quoi le secret du jeune homme dont elle faisait tout sauf du bien. Voilà, c'est inspiré d'une histoire réelle? Pas vraiment. J'ai entendu de telles histoires dans les contes du Mali, mais moi je suis resté assez original dans cette écriture, parce que je me suis basé un petit peu de mon vécu à un moment donné de ma vie. Ah ouais, parce que pour manger à un moment donné de votre vie, on mettait l'huile sur vos mains avant que ça ne sèche. Allez, on va lire cette histoire et puis on reviendra sur les explications derrière. Je pense que c'est à la page 39 du livre. Il faut lire pour le bien-être de ceux qui nous écoutent présentement sur la radio nationale. Le mythe de Kondebili. Miginde a été confié à sa tante, mais cette dernière ne fut guère son bonheur, bien qu'elle eût ses propres enfants qu'elle entretenait, habillait, nourrissait et racontait même des histoires. Lorsque la méchante tante terminait la cuisine, elle remplissait toujours un canari d'eau et invitait ses enfants à venir se laver les mains avant le repas. Puis il les disait « Lavez-vous les mains et attendez qu'elles sèchent avant de manger. » Ensuite, elle donnait à Miginde une calebasse d'eau pour se laver aussi les mains. Il devrait attendre, comme les autres, que les mains sèchent pour être permis de manger. Mais la calebasse d'eau qu'elle lui donnait tous les jours contenait de l'huile, et la main de Miginde ne sécha jamais vite. Les autres enfants mangeaient alors sans l'attendre. Il ne reste rien ou jamais assez pour lui. Ainsi, Miginde sort de la maison et part loin se confier à Kondebili, le grand fromager de Taouya. Puis lui chantons sa chanson. Abaisse-toi, Kondebili. Abaisse-toi pour l'enfant qui n'a pas les moyens. Abaisse-toi pour l'enfant qui n'a plus de parents. Abaisse-toi, Kondebili. Abaisse-toi. Ne serait-ce que pour quelques fleurs. Et le grand fromager s'abaisse. Miginde cueille ces fleurs mûres qu'il mange à sa faim, puis retourne à la maison. Les choses se répètent. Ah, que c'est étrange! S'exclame la méchante tante. Je ne donne ni à manger, ni même à boire à cet enfant, et pourtant il a l'air bien portant. Comment cela peut être possible? Puis le lendemain, après la cuisine, elle remplit à nouveau un canari d'eau et invite ses enfants à venir se laver les mains avant le repas. Puis les répétait encore. Lavez-vous les mains et attendez qu'elles sèchent avant de manger. Ensuite, elle donne à Miginde une calebasse d'eau pour se laver les mains. Il devrait attendre comme les autres que les mains sèchent pour être permis de manger.
Mais la calebasse d'eau qu'elle lui donnait depuis tous les jours contenait de l'huile. Et la main de Miginde ne sécha jamais vite. Les autres enfants mangent alors sans l'attendre. Il ne reste rien ou jamais assez pour lui. Ainsi, Miginde sort de la maison et part se confier à Kondebili, le grand fromager de Taouya, puis lui chantonne sa chanson. Abaisse-toi, Kondebili. Abaisse-toi pour l'enfant qui n'a pas les moyens. Abaisse-toi pour l'enfant qui n'a plus de parents. Abaisse-toi, Kondebili. Abaisse-toi, ne serait-ce que pour quelques fleurs. Et le grand fromager s'abaisse. Miginde cueille ces fleurs mûres qu'il mange à sa faim. Mais cette fois, il a été poursuivi sans tambour et sans trompette par la méchante tante, très curieuse de savoir comment il se nourrissait depuis tout ce temps, alors qu'elle ne lui donnait ni à manger, ni même à boire. Puis elle découvre comment l'arbre s'abaisse quand Miginde chante sa chanson et se redresse quand il finit de manger ses fleurs. Mais depuis quand les arbres deviennent-ils partie intégrante des problèmes de l'homme ? Disait-elle sans retenue. La méchante tante courut au village s'armer avec une hache pour pouvoir découper le grand fromager afin qu'il ne puisse plus jamais donner ses fleurs à Miginde. Lorsque Miginde l'aperçut, venant armé de hache à l'endroit du fromager, il craignit tellement qu'il rentra dans le ventre de l'arbre. Et ce phénomène donna lieu à une sorte de choc électrique qui tomba sur la méchante tante. Elle a été torréfiée comme des arachides avant même d'être réduite en cendres et en poussière. Son âme a été condamnée pour toujours par les génies qui hantent le fromager pour apporter tous les jours un repas à Miginde. Et Miginde, quant à lui, vivra désormais dans le ventre de l'arbre géant. Depuis ce jour, un bide s'est formé dans le tronc de Kondebili, le grand fromager de Taouya. Le bide est le mythe de Kondebili. Mais voilà, en fait, c'est quoi l'histoire derrière la méchanceté, comme pour dire beaucoup de jours pour le méchant ou la méchante personne, et puis un seul jour Dieu attend calmement et puis il fait la guerre de la victime, tout simplement. Ouais, on peut l'interpréter ainsi. Et moi, je parle beaucoup du fromager qui est de façon vulgaire qu'on appelle le baobab, qui est un arbre assez symbolique dans nos traditions, ouais. Par sa grandeur, par sa rondeur et quand on dit par exemple que quelqu'un sait des choses dans nos langues, ça se dit lonkwe akono. Il a quelque chose dans le ventre. Voilà. Donc le fromager est témoin de beaucoup de choses. Il a entendu beaucoup de choses parce que voilà, souvent, il est resté assez vieux. Problèmes, effectivement, on vient se confier à Condé ouais. Et c'est ce message que j'ai voulu transmettre là derrière. Et cet enfant qui est un personnage incarnant toutes ces personnes qui ont été victimes de méchanceté ou de rejet, qui sont allées vers ces entités comme le fromager pour se confier et qui ont eu satisfaction de leurs demandes et par derrière même avoir une protection. Voilà, c'est un peu ce message que j'ai voulu transmettre derrière ce petit conte en chant. D'accord. Alors comme je l'ai dit même à l'entame de cette émission, ce livre il est peu volumineux, mais il y a tellement de choses à découvrir là-dedans, justement. C'est ce qui devient intéressant. Il n'y a pas beaucoup de choses dedans, mais il y a l'essentiel dedans. Peut-être le dernier point que nous allons vraiment débattre dans cette émission, et ensuite vraiment on va laisser les auditeurs partir vers cet ouvrage, parce qu'il est important quand même de susciter cette émotion, de créer cette envie de lire, mais on va pas vraiment aller en profondeur des choses, parce que c'est toujours bien de découvrir par soi-même ce qui est écrit, ce qui est raconté, et lire surtout, voir comment c'est écrit, voir comment c'est raconté. Et il y a un hommage qui a été rendu à Salif Keita. Et d'ailleurs, dans ce passage, on se rend compte un tout petit peu de la genèse même, de l'histoire derrière la chanson Mandjou. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste imaginaire, mais moi en tout cas j'ai pris pour argent comptant. C'était comme une sorte d'information pour moi par rapport à tout ce qui a dû se passer du Mali en Guinée. Ensuite entre Salif Keita et l'ancien président Sékou Touré, tout ça. Pourquoi Salif Keita d'ailleurs, pour commencer parmi tant d'autres? Salif est une personne que j'écoute bien et qui incarne un petit peu les valeurs morales d'un griot, et notamment par sa musique, on comprend qu'il est resté fidèle à lui-même, et
ses idéologies politiques, ses prises de position contre les exactions dans son pays natal comme le Mali et notamment aussi ses rapports avec l'ancien président qui fut Sékou Touré ou même Modibo Keïta. Tout cela m'a orienté vers cette personne et je me suis dit qu'elle a une grande vocation et qu'elle est capable de porter un message qu'il mérite vraiment. Ouais. Donc Salif est quelqu'un de très inspirant pour moi que je respecte aussi. Oui, mais après l'histoire derrière, c'est vraiment une histoire réelle? Oui, je l'ai écrit à ma façon, mais fondamentalement c'est comme ça a commencé. Il a eu beaucoup de difficultés à avoir son autonomie et c'est grâce à sa rencontre surtout avec Sékou Touré que les choses sont beaucoup améliorées pour lui vu son état maladif d'albinisme. Donc voilà, il était un petit peu victime de rejet et puisqu'à l'époque Sékou Touré était quelqu'un qui encadrait beaucoup de musiciens, pas seulement la musique, de la culture, voilà, de façon globale en général, et il a approché tous ces gens-là et les a donné une certaine force. Et c'est vrai qu'il a fait venir le papa de Salif du Mali pour la Guinée. Non, son papa n'était pas venu, mais c'était une façon de rendre belle l'histoire. Mais il y a eu des conversations. Alors qu'on parlait à l'époque de Combo-en-Haut, tout ça. Oui, c'est vrai. Donc il a quand même reçu. Ça relève de la fiction, mais il est rentré quand même en contact avec Sékou Touré, qui lui a bien confié. Et on a même vu ce passage, Mandjuro, Kanakasi, tout ça. Sékou qui se fait à pleurer. Franchement, auditeur, c'est tellement intéressant tout ce qu'il y a là-dedans. Encore une fois, ça ne se résume pas à l'histoire du vautour, encore moins au mythe de Condé Billy, l'hommage à Salif Keïta. Il y a bien d'autres chapitres à découvrir dans ce livre. Nous nous réservons pour l'instant de parler de tout cela en profondeur parce que quand on écrit, on a envie d'être lu et pour être lu, bien évidemment, investissez-vous, partez vers la lecture. Quand vous lisez vous-même, vous apprenez un peu plus. Voilà, il faut pas qu'on vous rende paresseux dans ce studio. Et il faut reconnaître que pour dire, il y a tant à dire, il y a beaucoup à dire. On pourra pas tout dire. Par contre, c'était quoi l'objectif derrière la rédaction de cet ouvrage, Tali, les yeux dans le miroir? Parce que je me dis qu'on n'écrit pas simplement parce qu'on veut écrire. On écrit parce qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur. On écrit parce que on a un message à véhiculer. On écrit parce qu'on a un objectif à atteindre. J'essaye de pousser les gens à la réflexion sur les questions de l'immortalité, des va-et-vient de l'âme entre nos deux mondes. J'aborde aussi la question de la peur, comment on l'aperçoit, comment on peut vivre avec cette émotion. Et au-delà, je pense également à la notion, à la conception de la maison chez nous et notamment dans les cultures manika, comment chez nous, comment on pourrait comprendre réellement quand on dit tu viens de tel endroit ou tu viens de telle lignée. Et après aussi, j'ai voulu transmettre le message sur le pouvoir de la musique sur les êtres humains, sachant que avant notre naissance, on a eu un langage assez musical. Le nouveau-né, quand il vient au monde, il vient en pleurant. Bon, sa façon de pleurer, ça nous rappelle les chants. Quand il veut demander telle ou telle chose, il a toujours une voix chantonnante avant d'avoir accès à l'articulation des mots. Et le message, il reste fondamental parce que cet ouvrage fait suite au premier que j'ai écrit, qui s'inscrit toujours dans le cadre de la restauration de nos valeurs ancestrales, parce que je parle beaucoup de littérature orale que moi je présente comme le meilleur outil d'investigation qui va mener à réhabiliter les langues africaines et aussi à restaurer ses valeurs sociales. Donc je reste dans cette dynamique. Parce que tous les grands ouvrages, parce que quand je prends Épopée Mandingue par exemple, quand je prends un écrivain comme Néné Moussa Malia Camara qui écrit La Guinée est une famille, un Banassé Pogba qui écrit Modernité africaine et légale occidentalité, la plupart de ces personnes en tout cas qui ont eu du succès dans l'écriture, je parle du cas guinéen, ce sont vraiment ces personnes-là qui ont accordé de l'intérêt à la littérature orale, parce qu'il faut reconnaître que la première forme de littérature qui en tout cas existait en Afrique avant même la forme écrite. La forme écrite, elle date des millénaires d'années avant notre ère, ça a bien existé.
existé. On a connu l'Égypte antique qui était fondamentalement nègre, qui était noire à l'époque. Et c'est la source, c'est le berceau même de l'humanité, de toute la civilisation qu'on a aujourd'hui. Mais après, à un moment donné de notre histoire, il y a une rupture où on a été victime d'esclavage, de colonialisme, et tous ces facteurs ont fait que on a perdu le sens. On a fait même, table rase de tout. Oui, on les a perdus, c'est vrai. Et il y a eu un problème de migration aussi, parce que quand les Africains ont quitté la partie basse de l'Égypte pour s'orienter un petit peu vers le centre et l'ouest africain, il manquait de papyrus. C'était une sorte de plante qu'on utilisait avant pour pouvoir écrire. Donc par ces faits, on s'est inspiré, on s'est dit il faut trouver des gens qui sont forts, qui ont une capacité de mémorisation pour pouvoir garder certaines de nos valeurs et les transmettre aux générations futures. Et les griots ont été porteurs de ce message, et grâce à eux, je dirais que la littérature orale aujourd'hui est un patrimoine dans lequel il faut aller chercher, il faut aller puiser tous les éléments qui semblent être perdus aujourd'hui en Afrique. Voilà. Et de passage, la rédaction de cet ouvrage vous a pris combien de temps? Assez rapidement, 3 mois peut-être, parce que parfois quand ça vient, je crie, ça peut partir d'une seule musique que j'écoute en boucle pendant 1 mois, 2 mois, et je me mets à l'écriture. Et les autres ont pris beaucoup plus de temps. Le dernier qui est assez pointu, où je fais beaucoup. Pointu, voilà. Par rapport à quoi? Là, j'ai beaucoup critiqué des Africains qu'on considère comme des héros, et par contre ont contribué à notre asservissement. Des gens par exemple comme Samori Touré ou les Soundiata Keita qui... Vous pensez qu'ils ne méritaient pas d'être appelés des héros? Pour moi, je les ôte pas le mérite. Soundiata par exemple, qui a été un initiateur de l'État fédéral africain, parce qu'il a réussi à fédérer beaucoup de royaumes, mais l'Afrique n'a jamais connu autant de bassesse qu'à son époque, parce que il a carrément islamisé l'empire du Manding, et les griots par profanation ont même rattaché notre histoire aux Arabes. On considère que quand vous partez par exemple à Cancan ou même à Bamako, il y a des shérifs qui se réclament rejetons des Arabes. Vous voyez un petit peu, et ça c'est des choses qu'il faut vraiment combattre et qu'il faut mettre à l'actif de Soundiata Keita. Pas que Soundiata, ils sont nombreux. C'était lui le roi, c'était le chef, c'était lui qui a fait que le Mandé s'est aussi islamisé autant. Et vous êtes contre le fait que le Mandé ait été aussi islamisé, parce que vous pensiez que l'islam a été imposé aux gens? Oui, ça c'est une réalité, c'est par le sable, c'est par tout ça, c'est pas quelque chose de nous en fait, c'est un élément assez extérieur. Avant ça, on a connu... Vous condamnez en fait quelques agissements de ces héros, mais je pense que ça ne doit pas mettre en cause le fait qu'ils aient été héros, le fait qu'ils se soient battus pour leur terre. Ils ont leur mérite. C'est comme Samori qui a tué beaucoup d'Africains, beaucoup de ses frères à cause de la religion musulmane. C'est assez hallucinant. Et par contre, c'est ce genre de spécimens. Mais il faut plutôt voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Non, là on parle vraiment de restauration de conscience historique. Il faut aller droit au but. C'est pourquoi j'ai été assez pointu dans le dernier ouvrage. J'aimerais bien le lire, et peut-être que ça fera l'objet d'une émission. Aujourd'hui, on va pas voler la vedette à ce livre. T'as les yeux dans le miroir. Oui. Pour l'instant, on se sent bien dans nos comptes, tout ça. Mais j'aimerais bien lire ce livre et voir ce qui est écrit dedans. Et comme ça, après, on pourra se regarder droit dans les yeux pour se dire nos baies. Aujourd'hui, là, monsieur est un peu en avance sur moi. Mais est-ce qu'il y a une difficulté particulière que vous avez rencontrée dans la rédaction de cet ouvrage, T'as les yeux dans le miroir? Une difficulté... Que ce soit lié à l'édition, à la rédaction, tout ça. La rédaction était assez plaisante parce que j'ai écrit ce livre comme je l'entends en chantant. Donc c'est un livre qui parle beaucoup de musique, et la musique c'est vraiment pour adoucir les mœurs. J'étais tout le temps avec un casque, une grande animation dans ma chambre au réveil, donc c'était super agréable
agréable. L'inspiration, elle était trop belle. Donc, pas de difficulté particulière. Voilà. Donc, nous ne sommes pas loin de la fin de cette émission. Peut-être que vous avez un message particulier avant de se quitter. Aux Africains, simplement, de se reconnaître, de savoir réellement qui ils sont, parce que qui sait qui il est saura exactement où il va. On a bien sûr notre petite aliénation à nous à tous. C'est bien dommage qu'aujourd'hui qu'on se parle français pour pouvoir se comprendre et aussi que les autres puissent nous comprendre. Mais ce qui serait intéressant, c'est de retourner dans nos langues maternelles, c'est de retourner vers nos traditions ancestrales et de s'orienter vers le bois sacré. Mais voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous avions comme invité ici même monsieur Lamine Kourouma. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est né à Kankan, République de Guinée. Il fait ses études primaires et secondaires dans la même ville avant d'être orienté à la faculté des sciences médicales de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et donc après 5 années passées dans cette université, il s'en ira à Nancy en 2015 où il poursuivit ses études dans le domaine des sciences du vivant. Aujourd'hui donc, il est un professionnel de santé évoluant dans les sciences visuelles et optiques. À son actif 3 ouvrages dont Tali les contes d'Afrique noire, Tali les yeux dans le miroir et Tali récits allégoriques et initiatiques. Et donc dans le second qui a fait objet bien sûr de cette émission, Tali les yeux dans le miroir évoqué dans cet ouvrage reflète justement à l'identité africaine inspirée par la poésie orale et les chants. Tali les yeux dans le miroir tire aussi sa source, il faut le rappeler, de l'imagerie animalière symbolique des coutumes africaines et fait suite au précédent ouvrage de l'auteur donc, Tali les contes d'Afrique noire. Comme toujours, mesdames et messieurs, la présentation est assurée pour vous par Kadjetou Kaba, la technique assurée par Aboubakar Sidiki Sidla et le coaching par Mamadou Aliou Diallo. Excellente suite de programme en compagnie de la radio Guinée. Au revoir. La radiodiffusion télévision guinéenne, vous venez de suivre Belles Lettres.